C'est la suite de Politicien, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré au plus grand pays du continent africain. Nous l'avons dit, l'Algérie, 2 381 741 km², 41 millions d'habitants, plus grand pays après la partition du Soudan. Bien entendu, un nouvel invité m'a rejoint, Kawin Maïzo. Vous êtes journaliste, analyste politique. Merci à vous de m'avoir rejoint. Le plaisir est toujours partagé. Merci. Merci. 19 ans déjà que celui qui est devenu ministre des Affaires étrangères à seulement 26 ans a pris les rênes d'un pays dont l'histoire regorge de gloire, de nombreuses gloires, mais aussi de déboires. Mais quelles sont les grandes avancées, les grandes transformations qu'a connues l'Algérie sous Bouteflika? Avant d'en parler avec vous, je vous propose de suivre ce sujet de la rédaction signé Deogracias Podo. Comme en 2014, l'idée d'un nouveau mandat du président Abdelaziz Bouteflika suscite de nombreuses interrogations en Algérie et pas seulement. Victime d'un accident cardiovasculaire en 2013 qui a accentué les polémiques et donné davantage d'arguments à ses détracteurs, le chef de l'État algérien semble pourtant ne pas avoir dit son dernier mot. Et s'il a déjà profondément marqué l'histoire de son pays, son bilan n'en reste pas moins contrasté. D'un mandat à un autre, le président Bouteflika a sans doute évolué. Entre 1999 et 2004, il était surtout question de ramener la paix et de redorer l'image du pays sur la scène internationale. Les relations diplomatiques se sont multipliées au fil des années. L'Algérie a noué des partenariats non seulement avec ses pairs du continent africain, mais également avec les grandes puissances, notamment la France, les États-Unis, la Russie ou encore la Chine, l'Inde et le Brésil. Le sentiment à l'égard de Bouteflika des Algériens est assez ambigu. Il y a une prévention à l'égard du pouvoir, il y a même une forme de détestation qu'on voit bien s'exprimer dans les réseaux sociaux avec des critiques permanentes. Mais tout de même, il y a une partie de la société algérienne chez qui Bouteflika est populaire. Parce qu'on considère que c'est lui qui a ramené la paix civile avec son arrivée au pouvoir. Aussi rare soit-elle, chaque apparition publique du président Abdelaziz Bouteflika soulève des interrogations sur sa capacité à tenir la direction de son pays. Toutefois, en 2 décennies, l'Algérie a été redressée. Le pays s'est transformé en chantier de réforme de plusieurs secteurs en passant par la révision de la Constitution en 2016 qui a permis entre autres une consolidation des libertés et des fondements de l'État, tout comme la consécration de la dimension amazigh dans l'identité nationale. Pour certains, le président Bouteflika a tenu une bonne partie de ses engagements depuis son accession au pouvoir. La réconciliation nationale a ramené la paix, même si le défi du terrorisme hante toujours son peuple. L'Algérie s'est aussi investie dans un programme de relance et de réformes économiques. D'importants chantiers d'infrastructures, l'accroissement du produit intérieur brut par habitant qui est passé de 1 600 $ en 1999 à plus de 3 500 $ en 2016, ou encore le climat d'investissement en constante amélioration pour faciliter la tâche aux investisseurs nationaux et étrangers. Beaucoup de choses qui ont été changées positivement. Il y a eu un retour à la paix. Le terrorisme a été vaincu. Par exemple, sur le plan diplomatique, l'Algérie tient le cap s'agissant sur de nombreuses questions, notamment en Libye, en Syrie, etc. Malgré les arguments et le satisfecit bien souvent exprimés par les autorités, une partie de la population algérienne s'attend toujours à plus de changements dans la gouvernance du pays. À l'heure du bilan des 19 ans de gouvernance du président Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir depuis le 27 avril 1999, se pose encore la question des réformes économiques et politiques, notamment la récente révision constitutionnelle. En faisant sauter le verrou de la limitation du nombre de mandats, le chef de l'État s'est sans doute livré à la critique. Ses détracteurs fustigent les institutions marginalisées, une non-gouvernance ou encore un recul des libertés publiques. À 81 ans, va-t-il pouvoir rassurer la majorité des Algériens et poursuivre son programme de développement? Une chose est sûre, beaucoup sont aujourd'hui sceptiques et en appellent à une rupture avec le système actuel. Kawin Maïzo, on l'a dit dans la première partie, vous avez des Algériens qui vous disent le président Bouteflika nous a apporté la paix et la stabilité, puis il y en a une autre catégorie qui rêve de modernité et qui est nostalgique, en tout cas ne trouve pas les perspectives nécessaires pour rêver à des lendemains meilleurs. Ma question, c'est que finalement, est-ce qu'on peut dire que finalement le désamour entre l'homme et son peuple n'est pas aussi profond que ça, puisque l'Algérie a été épargnée par le vent du printemps arabe qui a fait partie Hosni Moubarak et Ben Ali en Tunisie? D'emblée, je vous dirais que ce qui se passe en Algérie, c'est très complexe.
Déjà que l'Algérie soit épargnée par le printemps arabe, c'est une bonne chose, parce que le printemps arabe a été une opération boutiquée par les Américains pour subjuguer certains peuples du Maghreb, ce qui n'est pas le cas pour les Algériens, qui dans cette partie du monde est un peuple fier et libre, qui trace son chemin autrement que, disons, de façon différente que les autres peuples. C'est une analyse qui vaut ce qu'elle vaut. Mais je peux le prouver. Si mon voisin permet, sur le printemps arabe, les Algériens disent entre eux qu'on va rentrer dans un café populaire, que nous, le printemps arabe, on l'a connu avec les premiers islamistes. Et donc, on ne veut pas de deuxième printemps arabe. Donc, cette expression de Bouteflika ou l'Algérie a évité le printemps arabe, pour les Algériens, ça n'a pas de sens. Ils ont déjà payé. Voilà. Ils ont déjà payé et à l'époque, ils avaient élu les fils de façon démocratique. Oui. On a annulé cette élection, ce qui n'était pas normal. Et quand j'entends le président Bouteflika commencer à faire des menaces du genre l'Algérie sunnite, parce qu'il n'y a pas longtemps, le ministre de la Culture a lu un message à la télé où il parlait de l'Algérie sunnite. On sous-entend qu'il y a une menace peut-être chiite, peut-être chrétienne. Suivez le regard vers l'Arabie, les Émirats arabes unis, voilà, dans leur guerre avec l'Iran. Oui, et il parle déjà des influences étrangères et n'a pas oublié de parler des influences occidentales. Donc, cette menace qu'il commence à faire, parlant de la fitna, qui rappelle un très mauvais souvenir aux Algériens, montre que l'homme est conscient que l'Algérie est en train de vivre une situation incongrue, qu'il doit normalement partir. On n'a pas besoin d'un homme de dernier recours, mais on a plutôt besoin des hommes de premier secours. Lui, il est devenu l'homme du dernier recours. Ben, les hommes de premier secours peuvent apparaître, donc il peut s'en aller. C'est une situation complexe. Y répondre par oui ou par non, c'est quand même assez difficile. Mais on dira quand même qu'il aura réussi à négocier la paix sociale, grâce peut-être... L'histoire fait du mal, cher ami, quand on la rappelle. C'est lui qui a négocié la paix. C'est le général Zeroual qui a coupé la fin de son mandat en considérant qu'il a mis l'Algérie sur un chemin et que lui, militaire général, il n'est pas venu pour occuper le poste. Mais lui, il a préservé les acquis. Oh non, voilà. Et donc, il a préservé les acquis amenés par le général Zeroual et il a construit à partir de là l'autoroute, mais j'allais dire, pour être méchant, il est passé par le péage de l'autoroute parce que l'autoroute était déjà construite. Alors, M. Chieb, quand on prend les différentes composantes aujourd'hui de la vie politique et sociale de l'Algérie, quel regard peut-on jeter sur les 19 ans que le président Bouteflika vient de passer à la tête de son pays? D'abord, sur le plan de l'influence, peut-on dire qu'il aura réussi à s'affranchir de l'influence des armées, de l'armée en l'occurrence? Je pense que... la stabilité vient sans doute aussi de là. Je pense que Bouteflika avait dealé avec l'institution militaire sur la question de l'après-guerre civile, à ce que les institutions politiques perdurent au niveau public, mais qu'en arrière-plan, il y a quand même un gilet de sauvetage qui est l'institution militaire et qui peut à tout moment réparer ou corriger le tir si toutefois il y a un dérapage, notamment avec les mouvements cycliques de contestation sociale que l'Algérie a enregistré ici ou là, et on a vu tout de suite le réflexe sécuritaire se met tout de suite en place, et en premier lieu, notamment la question des médecins grévistes. Mais je souhaite aussi faire le bilan, si je peux. C'est ça, bien sûr. Le bilan de la politique de Bouteflika à l'échelle internationale. Peut-être restons-nous d'abord à l'intérieur de l'Algérie. À l'intérieur de l'Algérie, il est resté dans une doctrine systémique, c'est-à-dire l'incapacité de l'Algérie de sortir de l'économie des hydrocarbures. Je pense qu'on peut lui reprocher ça, malgré tout le charisme et le pouvoir qu'il avait, il n'a pas pu... Mais dont une bonne partie est affectée quand même aux aides sociales. Vous avez aujourd'hui en Algérie un patronat qui revendique, qui s'appuie sur près d'1 million d'entreprises, dont les 3/4 ont été créées sous Bouteflika, mais dont il a exonéré des charges sociale que prend en compte l'État grâce notamment à l'amende pétrolière. C'est une bonne politique sociale, ça. Quand on analyse la pépinière des TPE
algériennes qui ont été créées sous perfusion économique, encore une fois, qui n'ont pas une compétitivité réelle, leur taux d'intégration n'excède pas les 16%. Donc ce sont des industries extrêmement dépendantes en aval du processus des industries modernes. Pour la question de l'économie, il est normal que c'est la moindre des choses, puisque c'est une économie rentière, sachant que le pétrole et le gaz sont les principes, 96% des recettes de l'État proviennent de ces richesses naturelles. Il est tout à fait normal de troquer, entre guillemets, la paix sociale contre ces recettes colossales. Mais il n'en demeure pas moins quand même que les choix doctrinaux où la doctrine économique algérienne a du mal à se convertir à l'économie moderne dans un contexte de mondialisation et à s'arrimer à des entités géopolitiques régionales. C'est tout le drame de l'Algérie, c'est qu'il considère que l'Algérie seule peut se développer toute seule. Alors que les autres pays, néanmoins, en tout cas du continent de notre référence qui est l'Afrique, ont tous compris que le développement des uns dépend du développement des autres et que personne seul dans son coin ne peut, avec une baguette magique, soustraire son pays au sous-développement. Autre point qu'on peut reprocher aussi à l'économie algérienne, c'est que c'est une économie qui a laissé de côté toutes des pans stratégiques de l'économie comme le tourisme, comme l'agriculture, comme les industries de consommation et surtout alimentaire. Je rappelle quand même que la balance commerciale de l'Algérie est déficitaire pour des raisons d'importation excessive de biens de consommation première dont la nourriture. J'avais quelque chose d'important à souligner dans ce qu'il dit, parce que tout à l'heure on a parlé de ces filets de sécurité que constitue l'armée. Oui. Mais si l'armée a... Première armée du continent, en termes d'effectifs et d'équipement. C'est la première armée d'ailleurs du monde arabe, pas seulement du continent, et c'est la 9e armée du monde. Mais si là, elle a été aussi... Excusez-moi, juste pour la boutade, hein. C'est comme la 3e et 4e de Saddam Hussein. Hein. Ouais. Mais si cette armée... 15,4 milliards de dollars de budget annuel. C'est comme sous Saddam Hussein. Mais si cette armée a été aussi efficace dans son rôle de tampon social, c'est parce qu'à une certaine époque, lorsque les prix du pétrole ont flambé, l'Algérie était un pays qui a payé toutes ses dettes. Elle a même atteint jusqu'à peu près 130 milliards de dollars de réserves qui sont en train de fondre. Là, on est à 96. L'année dernière, on a perdu encore 17 milliards de dollars. C'est vrai. Et elle a offert au FMI un peu d'argent pour montrer aujourd'hui on est riche. Voilà. Donc, c'est déjà cet argent-là qui avait permis à l'armée de jouer ce rôle de tampon. Maintenant, quand on parle de l'industrie, monsieur a parlé des tares de l'économie algérienne. Oui. L'autre état... Dont il a fusillé la doctrine. Hein. Oui. L'autre état qu'on ne souligne pas assez, c'est que l'économie algérienne ne laisse pas assez de place à l'initiative privée, déjà. Or, ils ont, avec tout cet argent, s'ils faisaient des réformes qu'il faut, avec un très bon système de formation, je pense que les secteurs privés devraient être efficaces. Mais il n'y a pas de revendication de ce point de vue, puisque quand il se trouve dans une situation tout à fait confortable pour lui. Vous avez en face de vous des chefs d'entreprise qui sont tout à fait d'accord avec le statu quo, qui n'ont pas d'exigence, puisque de toute façon, les charges sociales sont prises en compte en charge par l'État. Il n'y a pas un besoin d'ouverture économique. L'inconvénient de la rente. Qui vient de l'intérieur. L'inconvénient d'une économie rentière. Vous savez, avec tout ce que l'Algérie a comme moyens et talents, s'il était géré sur le plan économique comme le Maroc, mais ça serait la première puissance économique du continent, devant le Nigeria et l'Afrique du Sud. Je rajouterai sur l'armée, pour mémoire historique... Plus de 2 millions d'effectifs. Je les oublie. D'accord. Mais vous savez, pour sécuriser 2 millions de kilomètres carrés, il faut des hommes. Hein. Et il faut surtout respecter les paroles et les engagements faits en 1957, dans le fameux congrès de la Soumam, où un principe politique pendant la Révolution a été tracé, c'est la supériorité des civils sur les militaires. Et c'était la règle qui devait donc conduire l'indépendance de l'Algérie et la construction d'un État algérien normal.
Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 1900, on a exécuté quelques-uns entre 1957 et 1962. Et en 1962, c'est l'armée qui a trahi son engagement et sa parole en prenant de force le pouvoir par M. Bembella d'abord, par M. Boumediene ensuite. Et donc, si on était dans un chemin de révolution normale, aujourd'hui, nous ne nous poserons pas cette question, quel est le poids militaire de l'armée algérienne? On dirait que l'Algérie, avec ses présidents et ses tares et ses réussites et ses échecs... Et la mort de Mohamed Boudiaf aussi. Et je rajoute, il y a 2 millions de soldats, et c'est une bonne chose pour défendre, je termine, professeur, c'est une bonne chose pour défendre ses frontières et sa sécurité. Et moi, on ne se dit pas, quel est le rôle politique de l'armée? 1957, le congrès de la Sorbonne. Je rajouterai juste deux éléments d'ordre économique très importants qui sont symptomatiques quand même de l'économie algérienne, à savoir la très forte dévaluation du dinar, qui est passé à 200 dinars pour 1 euro. Ça, malgré les réserves en devise et malgré les réformes structurelles qu'a essayé M. Bouteflika de mettre en place, il n'a pas pu redresser la monnaie locale, la monnaie nationale, ce qui impacte énormément la base commerciale en termes d'échange. Et le deuxième point, enfin, pour finir, c'est que l'Algérie est le 3e importateur d'armement dans le continent. Absolument. Et donc, ce prélèvement drastique dans le budget de la nation pour des budgets militaires, alors que le pays, sur le plan géopolitique, n'a aucune menace directe, n'est pas en conflit, c'est simplement pour entretenir la vieille machine militaire qui gouverne le pays. Si l'Algérie n'avait pas... marocain de temps en temps. Oui, justement, M. Chiem, est-ce que finalement, parce qu'il y a un paradoxe qu'il nous faut clarifier ici, est-ce que finalement l'Algérie ne fait pas face à une crise de modèle économique comme la plupart des autres pays sur le continent, puisque à l'opposé de l'Algérie, le Maroc s'est ouvert justement à l'économie mondialisée, comme vous le dites, et le roi, il y a quelque temps, dit « Nous avons pris une mauvaise orientation économique, nous nous sommes ouverts sur le monde en oubliant ». Nos concitoyens, ils parlaient justement par rapport à la crise sociale que traverse le Maroc. Nous avons oublié nos citoyens, nous avons oublié les inégalités et elles se sont creusées sous le libéralisme. De l'autre côté, l'Algérie a fait l'inverse. Finalement, est-ce qu'on n'est pas là? Alors peut-être un petit mot sur l'économie. D'abord, je ne soutiens pas, mais je supporte tout ce qu'a dit le professeur. Moi, je ne suis pas économiste, mais moi, j'ai deux lignes devant moi et je vois prix du baril de pétrole monte, donc mieux pour l'Algérie. L'inverse, mauvais pour l'Algérie. Est-ce qu'on peut construire une économie pour 40 millions de personnes en dépendant du prix du pétrole qui est agité par les autres? C'est ça la question de l'économie que je pose moi sur l'Algérie. Mais l'Algérie a des modèles dans la région. Si elle ne s'ouvre pas à l'excès comme le Maroc, si elle ne reste pas, je vais dire, en autarcie comme elle l'est, ben, les néo-destours en Tunisie avaient commencé à réussir quelque chose. Après, bon, il y a eu des erreurs. Pourquoi ne pas prendre les modèles tunisiens et égyptiens, faire une très bonne combinaison? Parce que l'Algérie a les compétences, a les territoires, a l'histoire. Je crois que l'Algérie a tout pour elle pour réussir. Alors, on nous explique également, certains observateurs, qu'au fond, finalement, vous avez aujourd'hui plusieurs ancêtres, mais au sommet, il y a 2 camps. Le camp Saïd Bouteflika, le frère de son président. Le frère du président. Il y en a qui veulent que ce soit lui qui prenne la succession de son frère, pendant que vous avez un autre clan qui s'y oppose. Prenons l'hypothèse que le président dise « non, je ne rempile pas ». Qu'est-ce qu'on fait ? Quel est le schéma qu'on peut envisager? Le président répond à l'appel du FLN et dit « Je ne suis plus en situation de gouverner l'Algérie, j'abandonne la cause ». Quelles seront les hypothèses possibles? Moi, je crois que c'est une question très compliquée, très complexe, parce que ça relève de sa propre responsabilité. S'il abandonne le navire, la question de la succession de son frère sera terriblement contestée parce qu'il n'a pas de légitimité, il n'a aucune antériorité, il ne connaît pas les rouages de l'État. C'est un homme qui a toujours été dans l'ombre, plus en rôle de secrétaire ou de directeur de cabinet que de chef d'État. Et l'armée ne laissera pas Bouteflika. Et puis pour des raisons aussi
peut-être culturel propre au peuple algérien. Ils ne veulent pas la récurrence du système je pars, je laisse mon frère, je laisse mon voisin, je laisse mon cousin, ma cousine. Je pense que ce sont des systèmes obsolètes. Il faut faire confiance au peuple algérien qui est doté d'une constitution très claire et qui doit normalement, dans l'article 50, stipule qu'en cas d'incapacité du président à gouverner, qu'il peut y avoir des élections anticipées, et ce sont les urnes qui doivent trancher en principe. Je propose qu'on marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de notre émission.